Serveuse, t'as renversé de l'eau sur toute la table 6, tu ne vois pas? La remarque claqua dans le brouhaha ambiant, déclenchant des rires gras venus du coin du bar, là où 4 soldats des forces spéciales étaient rassemblés autour de verres déjà trop pleins. La femme aux cheveux bruns, le regard baissé, s'approcha avec un torchon et essuya calmement la flaque sans répondre, l'air absorbé, presque absente. Personne ici ne savait qu'elle avait autrefois sauvé une unité entière en zone de guerre, avec une seule main valide et un coup de pied si précis qu'il avait arrêté un homme en plein élan. Elle n'était plus que Lena, la serveuse en tablier délavé. Jusqu'au moment où un des hommes s'écroula brutalement et qu'elle prononça 5 mots incompréhensibles, qui glacèrent toute la salle. Le Ronnie's Encore, planqué entre une station-service et une laverie ouverte 24 heures sur 24 dans un coin poussiéreux de l'état de Monroe, n'attirait pas vraiment les touristes. Mais pour les militaires en permission venant de la base d'entraînement de Carver Point, à 20 minutes de là, c'était le seul endroit où les bières étaient froides, les secrets bien gardés et les souvenirs flous. Le vendredi soir, l'endroit débordait de jeunes soldats lessivés, de vétérans à l'œil dur et d'instructeurs qui riaient trop fort. L'air sentait la sueur, la nicotine et l'adrénaline mal digérée. Ce soir-là, comme chaque semaine, Lena se faufilait entre les tables comme une ombre. 32 ans, silhouette discrète, queue de cheval tirée, t-shirt noir élimé, accent européen à peine perceptible et des gestes réduits à l'essentiel. Eau glacée, pas de citron, disait-elle d'un ton sec, puis elle disparaissait comme si elle n'avait jamais été là. Invisible, efficace, intouchable. Marcy, l'autre serveuse, une blonde exubérante aux fossiles fatigués, roulait des yeux à chaque passage de Lena. Elle se croit démineuse ou quoi? T'as vu comment elle pose les verres, comme si chaque table allait exploser. Moi je parie qu'un mec en uniforme lui a brisé le cœur. Et maintenant, c'est Miss Mystère. Lena ne répondait jamais. Elle avait ce silence ancré en elle, ce silence qu'on garde quand on a trop vu, et qu'on sait que les mots ne peuvent pas réparer ce qui a été brisé. Les clients, eux, ne la regardaient même pas, trop absorbés par leurs bières, leurs écrans, ou les murmures codés de missions inavouables dans des pays sans nom. Mais ce soir-là, la table 6 n'avait rien d'ordinaire. 4 soldats, tous membres d'une unité spéciale, riaient bruyamment, vidant leurs verres à une vitesse qui en disait long sur leur semaine. Le plus massif, identifié par la carte bancaire glissée sous un verre au nom de Brice Martel, transpirait abondamment malgré la climatisation poussée à fond. Ses mains tremblaient légèrement à chaque gorgée. Ce genre de détails, Lena ne les ignorait jamais. Un poignet trop pâle, des ongles bleutés, une respiration courte. Elle voyait, elle cataloguait, elle se souvenait. Elle déposa la nouvelle tournée sans un mot. Ses yeux effleurèrent les veines gonflées de Martel, observèrent la microtension dans sa mâchoire. Douleur thoracique, tachycardie masquée, signe typique d'un cœur en surcharge après un entraînement extrême. « Merci chérie », lança l'un des soldats, un type couvert de tatouages en trinquant. « T'es pas très bavarde, hein ?» ajouta Martel avec un sourire fatigué. Il tenta de rire, mais le rire se mua en une toux creuse. Lena recula d'un pas, sans le quitter des yeux. Martel passa une main sur sa poitrine, cherchant à masquer l'inconfort. « Tu vas bien, frère ?» demanda un des autres. « Ouais, juste besoin d'air », répondit Martel d'une voix étranglée, puis tout alla très vite. Ses yeux se révulsèrent, son corps se contracta, et il s'effondra en avant. Sa tête heurta brutalement le bord de la table avant qu'il ne s'écroule au sol comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Un cri, puis un autre. Le bar entier explosa en panique. Chaises renversées, verres brisés, clients figés, le genre de chaos où chacun espère secrètement que quelqu'un d'autre va agir. Lena ne bougea pas tout de suite. Elle resta droite, 2 secondes, puis elle s'agenouilla, précise, sans émotion. Son visage n'exprimait ni peur ni panique, seulement une reconnaissance muette, comme si elle retrouvait une vieille amie nommée Urgence. 2 doigts sur la gorge, pas de pouls, silence intérieur, silence absolu, et ce déclencheur dans son regard, celui qu'on voit chez ceux qui ont vu la mort trop souvent pour la craindre. Elle allongea Martel sur le dos avec une précision chirurgicale, sa main vérifia la couleur de la peau, le rythme respiratoire, les extrémités. Elle parlait peu, elle observait tout. Puis, dans un murmure qui fusa dans le vacarme comme une lame, elle lâcha 5 mots. Code 19, kilo alpha maintenant. Personne ne comprit. Un gars tenta de la tirer en arrière. « Et vous pouvez pas ?» Elle ne le laissa pas finir.
Reculez, je l'ai. Sa voix était calme, posée, mais autoritaire au point de couper net toute opposition. Elle prit une cuillère en métal sur la table voisine et la glissa dans la bouche du soldat, stimulant le nerf vague pour interrompre une potentielle crise neurocardiaque secondaire. Une méthode militaire avancée, jamais enseignée en premier secours civil. Puis elle fit glisser de la glace du seau derrière le bar dans des torchons propres, les coinça sous ses aisselles et derrière sa nuque avec des câbles de chargeur. Procédure de refroidissement ciblé. Elle n'improvisait rien. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Un des compagnons de Martel, un type au crâne rasé avec un tatouage de scorpion sur l'avant-bras, voulut l'aider. Il s'arrêta net quand elle souffla. « Ne le touche pas !» Il est éco-noir, et il n'a pas fini. Le sang de l'homme se glaça. Éco-noir, une désignation classifiée pour certains profils médicaux sensibles. Impossible que quelqu'un de civil connaisse ça, et encore moins une serveuse dans un bar de province. Léna commença les compressions. Pas les classiques, celles qu'on apprend après des années sur le terrain entre le feu ennemi et les cris. Rythme millimétré, angle ajusté pour ne pas fracturer inutilement les côtes. Une méthode ancienne mais efficace, apprise dans des conditions où l'erreur ne pardonne pas. Elle continuait, sans relâche, comme un métronome de chair. « Madame, vous devez reculer, les secours arrivent ?»« Non, dit-elle simplement, toujours sans s'arrêter. J'ai ce qu'il faut. » Et dans cette phrase, il y avait tout. Le passé, la compétence, la douleur maîtrisée et l'autorité qu'on ne remet pas en question. Après 1 minute 30 de compression précise, Martel inspira brusquement. Un râle comme un homme qu'on ramène d'un autre monde. Ses yeux s'ouvrirent, hébétés, son regard cherchant un repère. Léna le maintint au sol. « Ne bouge pas. Ton cœur s'est arrêté. Tu reviens de loin. » Les ambulanciers arrivèrent en trombe, débordant de matériel. Ils s'attendaient à une overdose ou un coma éthylique. Ils trouvèrent un soldat sauvé in extremis par une inconnue. « Qui a fait le massage cardiaque ?» demanda le chef d'équipe. Tous pointèrent Léna. Elle retirait calmement son tablier, les mains aussi stables que si elle avait simplement pris une commande de plus. « Vous êtes médecin ? Infirmière ? Urgentiste ?» demanda l'un des secours. Elle replia le tissu soigneusement. « Je l'étais, murmura-t-elle, maintenant je sers des bières. » Et elle s'éloigna, sans se retourner. « Attendez !» lança une voix derrière elle, brisant le silence laissé dans son sillage. C'était l'un des compagnons de Martel, visiblement encore sous le choc. « Qui êtes-vous ? Comment vous connaissiez cette procédure ?» Léna s'arrêta, sa main posée sur la poignée de la porte. Un bref instant, son masque glissa. Il y eut dans ses yeux cette chose étrange et insaisissable, une lueur de fatigue ancienne, mêlée à la certitude douloureuse de devoir disparaître. Quelqu'un qui réagit quand le système s'effondre, murmura-t-elle, puis elle sortit, franchissant la porte comme une ombre fuyante, avalée par la nuit. Les secours stabilisèrent Martel en urgence. Son rythme cardiaque revenait lentement à la normale, on lui administrait de l'oxygène, on prenait ses constantes, on préparait son transport. Un des ambulanciers secoua la tête en rangeant le défibrillateur qu'il n'avait même pas eu besoin d'utiliser. Ce qu'elle a fait, c'était chirurgical, c'était pas de la chance, c'était du niveau militaire. Un silence respectueux suivit. Tous savaient que ce qu'ils venaient de voir n'avait rien d'ordinaire. Le lendemain, les membres de l'unité revinrent au bar. Ils voulaient des réponses, mais le gérant, un ancien caporal des forces marines nommé Peter McAdams, haussa simplement les épaules. Elle a démissionné et passé tôt ce matin à nettoyer son casier, laissé son tablier bien plié sur mon bureau, aucune adresse, aucun numéro. Elle a toujours payé en liquide, jamais rempli les papiers pour les impôts, comme si elle n'avait jamais existé. Et avant ici, elle avait des références ? Aucune. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas bossé depuis des années. Mais je l'ai engagée parce qu'elle savait bosser vite. Bien, et surtout, elle savait gérer des soldats sous sans déclencher de bagarre. Elle avait de la discipline. J'aurais dû comprendre qu'il y avait plus que ça. Les soldats n'en restèrent pas là. Ils lancèrent des recherches, d'abord dans les bases de données internes. Rien sous le nom de Léna Kovacs. Alors ils élargirent. Ils contactèrent des anciens, fouillèrent les réseaux alliés, activèrent des connexions dans l'ombre. Et enfin, un nom finit par apparaître, Elena Wozniak. Dossier si noirci qu'il ne restait presque plus rien de lisible. Ancienne technicienne médico-tactique au sein du programme européen ARC-7, une division spécialisée dans les interventions médicales en zone rouge. Service actif, suspendu depuis 2017, après une mission classée en zone hostile, quelque part en Méditerranée orientale. Le peu qu'ils purent recoller ensemble ressemblait à une légende urbaine.
Une mission qui avait viré au cauchemar, extraction annulée, communication coupée, ennemis encerclant la zone, 3 blessés graves dans un hôpital de fortune bombardé. Elena, seule, avait tenu la position pendant 18 heures, pas pour se battre, pour opérer, pour maintenir en vie 3 hommes alors que les murs tombaient autour d'elle. Elle avait utilisé tout ce qu'elle trouvait, du verre brisé comme scalpel, du fil de parachute comme suture, des sédatifs improvisés volés sur les morts. Quand les secours étaient enfin arrivés, elle tenait encore une pince, les mains couvertes de sang. Les 3 soldats avaient survécu. Elle avait quitté l'uniforme, volontairement. Son dossier avait été effacé. Sa certification médicale n'apparaissait dans aucun registre civil. Elle s'était littéralement désinscrite du monde officiel. Martel se réveilla 3 jours plus tard à l'hôpital militaire de Springhaven. L'air passait encore difficilement dans ses poumons, mais il était vivant. Son camarade, Curtis Wells, était assis à son chevet, une tablette sur les genoux. Il lui montra une photo floue, extraite d'un vieux fichier militaire. « C'est elle qui t'a ramené, dit-il simplement. »« C'est qui, au juste ?»« Quelqu'un qu'on ne devait jamais retrouver, quelqu'un qu'on avait décidé d'oublier. » Martel fronça les sourcils. « Tu me parles de quoi, là ?» Wells regarda autour de lui, puis baissa la voix. Le programme Écho Noir, des intervenants médicaux qu'on envoyait là où personne d'autre ne pouvait aller. Zone contaminée, feu croisé, mission suicide, elle était l'une d'eux. Et c'est pour ça que tu respires encore aujourd'hui. Martel cligna des yeux, abasourdi. Tu veux dire qu'elle est une de ces médecins fantômes? C'est pire. Ils ont effacé son existence parce qu'elle a survécu à une mission où elle n'aurait pas dû revenir. Elle a appelé à l'aide, personne n'a répondu. Alors elle a agi seule. Et ensuite, elle a décidé qu'elle ne laisserait plus jamais quelqu'un mourir à cause du silence des autres. À ce moment-là, une infirmière entra dans la chambre. « Monsieur Martel, on vous a laissé quelque chose à l'accueil? Pas d'expéditeur. » Elle tendit une enveloppe scellée. Wells la prit, l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, un simple bout de papier. 5 mots, écrits d'une écriture fine et maîtrisée. « Le protocole ne meurt jamais. » Et au verso, dans la même main, 117 kilos. Réanimation de combat. À utiliser uniquement lorsque tout le reste échoue. HV. Martel relut la note 2 fois. Elle veut qu'on comprenne. Que ce savoir ne doit pas disparaître. Plus que ça, répondit Wells. Elle veut qu'on se rappelle que même si elle a été rayée des registres, elle reste celle qu'elle a toujours été. L'infirmière hésita à la porte. Elle m'a aussi demandé de vous transmettre autre chose, ajouta-t-elle. Quoi donc? Elle a dit, certains protocoles ne sont pas écrits dans des manuels. Ils sont gravés dans le cœur de ceux qui refusent de regarder quelqu'un mourir. Martel ferma les yeux. Dans sa poche, il serra le papier. C'était plus qu'une note, c'était un serment silencieux. Et il savait, à cet instant précis, que la vie qu'on lui avait rendue ne lui appartenait plus totalement. Une semaine plus tard, une réunion d'urgence se tint dans un bâtiment sans fenêtre, quelque part près de la base navale de Holbrook. Autour de la table, il y avait des officiers médicaux de haut rang, des commandants des forces spéciales, des agents de liaison du renseignement et des responsables de la sécurité interarmée, des hommes et des femmes qui prenaient habituellement des décisions sur des opérations impliquant des centaines de vies. Mais aujourd'hui, il n'avait qu'une seule question à résoudre. Comment une femme officiellement inexistante avait-elle sauvé un opérateur de terrain avec une procédure que personne n'avait le droit d'enseigner ni d'utiliser? Elena n'était pas présente. Elle n'aurait pas été invitée de toute façon. Mais son nom flottait dans chaque conversation, même quand personne n'osait le prononcer. Ce n'était pas une réunion ordinaire. C'était une tempête bureaucratique, alimentée par la peur de ce que cela représentait. Une civile, sans uniforme, sans autorisation, avait sauvé une vie en appliquant un protocole que le système avait volontairement enterré. Et pourtant, c'était bien ce qui s'était passé. Les enregistrements de la caméra de sécurité du bar avaient confirmé chaque mouvement. Les témoins interrogés, y compris l'équipe médicale d'urgence, parlaient d'un geste chirurgical, d'un contrôle absolu, d'une technique qui dépassait tout ce qu'ils connaissaient dans la sphère civile. La note laissée au patient, portant le numéro 117 kg, fut analysée. Ce code, effacé des bases de données accessibles, faisait autrefois partie d'un programme expérimental pour la réanimation en zone de guerre, testé, validé, puis classifié à un niveau tel que même son existence était niée. Après 4 heures de débat, une décision tomba. Le programme 117 kg allait être rouvert, étudié, disséqué.
pas pour punir Elena, mais parce que, malgré toutes les règles, elle avait prouvé une chose. Quand chaque seconde compte, ce ne sont pas les autorisations qui sauvent des vies, c'est l'action. Le soir même, au Ronnie's Encore, la vie reprenait son cours. Marcy formait une nouvelle serveuse, une étudiante nerveuse, les mains tremblantes à chaque commande. « Tu vois ce tablier ?» dit Marcy en lui tendant le tissu usé que Lena avait laissé derrière elle. Elle le pliait toujours comme si c'était un uniforme. Chaque serviette, chaque cuillère, toujours alignée. Je me disais qu'elle était maniaque, maintenant je me dis qu'elle savait ce qu'elle faisait. La nouvelle serveuse trouva, dans la poche intérieure du tablier, une carte plastifiée. Petit caractère, protocole d'urgence, schéma de réanimation avancée, technique de traitement des traumas, aucun de ces éléments n'apparaissait dans les manuels de premiers secours civils. Au dos, une phrase manuscrite, écrite avec la même écriture que sur la note reçue à l'hôpital, « Quand chaque seconde compte, le grade n'est qu'un bruit d'inutile ». Peter, le gérant du bar, étudia la carte longuement avant de l'accrocher au tableau d'affichage, juste à côté du drapeau et des photos des anciens combattants du quartier. « Tu sais ce qui est fou ?» dit-il doucement. « En 6 mois, elle n'a jamais fait une erreur. Jamais renversé un verre, jamais oublié une commande, même quand les clients étaient ivres et agressifs. Elle gardait son calme. J'aurais dû deviner. Elle n'était pas comme les autres. Pourquoi tu ne lui as jamais demandé d'où elle venait ? Lança Marcy. Peter haussa les épaules. Dans ce métier, tu apprends à ne pas poser trop de questions. La plupart des gens qui viennent ici veulent oublier quelque chose. Mais maintenant, je pense que certaines choses ne devraient jamais être oubliées. Ce soir-là, une voiture noire était garée dans l'ombre, à l'autre bout du parking. Aucune lumière, personne ne sortit. Mais derrière les vitres teintées, une silhouette regardait le bar une dernière fois. Lena, ou plutôt Elena, était revenue discrètement. Non pas pour rester, juste pour s'assurer qu'ils avaient compris que certains savoirs ne devaient pas mourir avec ceux qui les portent. Le lendemain, à l'ouverture, une nouvelle trousse de secours avait été déposée derrière le bar. Pas un kit ordinaire, un manuel complet avec schéma détaillé, annotations sur le terrain et protocole d'intervention qu'aucune infirmière scolaire n'oserait jamais enseigner. Sur la dernière page, un message « Quand un cœur s'arrête, tout ce qui reste, c'est du temps. Et vous regretterez que personne ne sache quoi faire. » Martel revint au bar pour la première fois depuis son arrêt cardiaque. Il marchait lentement, mais tenait à venir lui-même. Il posa une plaque en bois sur la table 6, simplement gravée, à celle qui n'était pas prévue, mais qui est apparue. La plaque resta là. Un hommage discret, mais ceux qui savaient s'arrêtaient pour lire. Et la rumeur se répandit. Dans les bases militaires, les centres d'entraînement, les salles de briefing, une phrase commença à circuler. Si on vous dit que le protocole 117 kg a été effacé, parlez-leur de la femme de la table 6. Elena ne revint jamais au Ronnie's Encore, mais elle avait laissé bien plus qu'un souvenir. Elle avait déposé une trace, discrète mais indélébile. Une sorte de balise silencieuse pour ceux qui savent regarder au bon endroit. Le protocole 117 kg, longtemps effacé des bases militaires, fut réévalué, et pas seulement dans les sphères officielles. Il fut étudié par des unités spéciales, transmis sous le manteau, décrypté par des médecins militaires de haut niveau, non pas comme un manuel rigide, mais comme un testament, un rappel brutal que le temps est l'ennemi, et que parfois, il faut agir même quand personne ne vous le permet. Pendant ce temps, Clay Martel n'avait pas cessé de chercher. Pas pour perturber la vie d'Elena, il le savait, elle avait choisi de s'effacer. Il voulait seulement comprendre, savoir ce qui l'avait poussé à agir cette nuit-là, sans hésiter, alors que tous les autres étaient paralysés. 3 mois plus tard, une enveloppe lui parvint. Pas de nom, pas de tampon officiel. À l'intérieur, une simple feuille de papier. Une seule phrase écrite d'une main familière. Certains quittent le système parce qu'il les a abandonnés. D'autres s'en vont parce qu'ils refusent de l'abandonner en retour. La différence compte. Au bas de la page, 3 lettres discrètes, HV et un post-scriptum griffonné à la main. 117 kilos n'est pas un protocole, c'est une promesse. Être la bonne personne, au bon moment, avec le bon savoir. C'est tout ce que c'était. C'est tout ce que ce sera. Martel encadra cette lettre. Il l'accrocha entre sa croix de la marine et sa médaille du cœur pourpre. Pas parce que c'était une décoration, mais parce que c'était un rappel. Un rappel que certaines connaissances ne vivent pas dans les manuels, ni dans les bases de données sécurisées. Elles vivent dans ceux qui agissent. Ceux qui ne demandent pas la permission quand la vie d'un autre
et suspendus à un fil. Ceux qui, même effacés des registres, n'oublient jamais pourquoi ils ont été formés. Helena Vosnik n'avait rien d'une légende. Elle n'était pas une super-héroïne. Elle n'avait pas été décorée pour sa bravoure, ni célébrée en public. Elle avait seulement fait ce qu'elle savait faire, garder quelqu'un en vie. Et dans ce simple geste, elle avait réveillé un monde entier d'hommes et de femmes qui avaient oublié qu'au-delà des grades, au-delà des autorisations, il reste le choix d'agir. À table 6, les fleurs fraîches le sont changées chaque semaine, la plaque de bois est restée. Parfois, des soldats de passage s'asseyent là. Ils commandent une bière et ils se taisent, parce qu'ils savent. Parfois, l'un d'eux laisse une note, un insigne, ou un petit carnet de terrain usé, comme un signe de reconnaissance entre ceux qui comprennent, ceux pour qui le protocole n'a jamais disparu. Il a juste changé de forme. Il vit dans les gestes, dans les réflexes, dans ce qu'on fait quand personne ne regarde. Une nouvelle génération d'infirmiers de combat, de médecins militaires et d'opérateurs spéciaux apprend aujourd'hui à agir différemment. On leur raconte l'histoire de la femme à la table 6, pas dans les cours officiels, mais dans les douches, les hangars, les couloirs d'unité. On leur dit, si tu veux comprendre pourquoi on t'enseigne à improviser, à ne jamais geler, à faire ce qu'il faut même sans ordre, c'est à cause d'elle. Et quelque part, dans une ville discrète, peut-être à l'autre bout du pays, Helena continue sa vie. Peut-être travaille-t-elle dans un refuge pour animaux ou dans un hôpital sous un faux nom. Peut-être qu'elle observe simplement, à l'affût, prête à intervenir si jamais ça recommence. Elle ne cherche ni reconnaissance ni pardon. Elle cherche seulement à ne jamais revivre ce qu'elle a vécu cette nuit-là en Syrie, quand on l'a laissée seule dans les décombres, avec 3 vies entre ses mains et aucun espoir de renfort. Parce que ce qu'elle a appris, ce jour-là, ce n'est pas comment on sauve une vie, c'est ce que ça coûte de ne rien faire. Alors elle a fait un choix. Elle ne portera plus jamais d'uniforme, mais elle portera toujours cette promesse invisible, celle du protocole 117 kilos, celle qui dit que quand tout s'effondre, quand les ordres ne viennent pas, quand personne ne sait quoi faire, quelqu'un, quelque part, saura. Et si vous lisez cette histoire, si elle vous a touché, si vous croyez que certaines connaissances ne doivent jamais être oubliées, même quand elles ne sont plus réglementaires, alors souvenez-vous, le protocole vit encore. Il vit dans ceux qui agissent.